Bonsoir à tous. On va pouvoir commencer. Ce sera un talk un peu différent de celui de Franck, beaucoup moins technique et finalement pas si iOS que ça. Donc ça va un petit peu nous changer. En même temps, c'est sur un sujet qui est quand même un petit peu dans l'actualité et qui est tellement important que je pense que voilà, c'est bien qu'on en parle aussi dans cette communauté-là. Et je vais quand même essayer de faire, de revenir sur iOS un peu vers la fin de la presse. Et j'espère que vous pourrez tous repartir d'ici en sachant faire deux choses si vous ne l'avez pas déjà fait aujourd'hui. C'est un, pouvoir faire de l'IA en local sur Mac, et puis en faire peut-être dans vos apps. Ou pas. Ah, on va voir. Suspense. Ça vous va? Bon, ça va, calme-toi. Alors, du coup, moi, je m'appelle Mac. Ça tombe bien, c'est mes initiales, Michel-André Chirita. C'est un hasard, mais du coup, le hasard fait bien les choses. Je n'ai pas fait le TED, contrairement à la photo. J'ai fait le French Kit à l'époque où vous n'avez pas les moyens de payer un photographe. Du coup, je me suis payé une photo comme ça. Voilà. Donc moi, j'ai peu d'expérience par rapport à Franck. J'ai qu'une vingtaine d'années, ce qui est déjà pas mal en vrai. J'ai fait en gros une dizaine d'années de dev web et une dizaine d'années, enfin depuis 2010, un peu plus maintenant, de dev iOS, avec quelques boîtes parisiennes, enfin globalement que parisiennes. J'ai aussi été entrepreneur pendant quelques années, lancé plusieurs projets, dont par exemple, celui-là, j'ai fait un truc qui est assez marrant. J'ai fait de l'archéologie de l'Internet, c'est un nouveau métier qui existe, émergent. Et en fait, j'ai creusé pour retrouver mon premier site web que j'avais lancé en... À votre avis, c'est en quelle année à peu près? Voyons la qualité du truc. Ouais. Franck est pas mal, c'était en 2000. C'était en 2000. Et donc pendant le screenshot, en fait, j'ai dû numériser une VHS. Normal pour l'époque. Voilà. Exactement. Bon. Du coup, un petit sondage pour commencer. Alors, qui n'a jamais utilisé ChatGPT? Vous avez le droit. Hein. Juste, voilà, on pourra le huer après, mais bon, personne, du coup, ça va. Qui a déjà entraîné ou fine-tuné un modèle? Ok, donc on est sur un tiers, un quart, ouais. Ok. Qui sait expliquer la différence entre les tensors et les transformers? Je veux bien que tu m'expliques parce que j'en ai aucune idée. Voilà. En fait, le problème avec l'IA, c'est que, enfin, le problème. L'IA, il y a aussi ça. C'est très technique. Je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est en fait. Voilà. C'est l'IA, tu vois, voilà. Je crois, en vrai, c'est les diffuseurs. Je crois que c'est un schéma de diffuseur d'images. Mais en vrai, il y a toute une partie extrêmement technique qui dépasse complètement notre cadre, en fait, iOS. Et ce n'est pas un problème, en fait. Moi, j'ai remarqué pas mal de devs qui sont d'ailleurs un peu inhibés par ça, mais moi, en vrai, je l'étais aussi, parce que c'est tout un champ de connaissances qu'on n'a pas, et en tant que dev, on veut maîtriser. On est ingénieur, on veut maîtriser les choses, et ça, on ne maîtrise pas, c'est complètement pas du tout dans ce qu'on fait d'habitude. Et en fait, ce n'est pas un problème parce qu'on ne maîtrise déjà pas ce qu'on fait, en vrai. Enfin, faut pas se mentir, quoi. On ne maîtrise pas, à part Franck, la compilation bas niveau, l'assembleur, personne n'en a fait ici. Enfin, voilà, à part à l'école, il y a 20 ans. Quoi. Donc en vrai, ce n'est pas un problème de ne pas maîtriser. Il ne faut pas chercher à tout comprendre. En vrai, il y a des choses voilà, qui nous intéressent, et puis d'autres, si on est curieux, on va essayer de comprendre. Mais il faut être très curieux quand même. Petit disclaimer du coup. Bon, peut-être. Alors, on va commencer. Donc, c'est un tour d'horizon vraiment de l'IA très général. Il y a probablement plein de choses que vous maîtrisez déjà. Bon, tant mieux. Et puis peut-être quelques 2-3 nouveautés. Un petit historique rapide, vite fait, pour resituer un peu le contexte. Donc, en 2017, c'était vraiment hier. Hein, il y a eu AlphaGo, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait battu le champion du monde de Go. C'était hier, quoi. C'était fou. Du coup, un petit peu plus vers nous, donc 2017 aussi. Ah oui, cet article, donc Attention is all you need. C'est un article, alors moi j'ai découvert récemment en vrai. Hein. C'est un peu un article fondateur, en fait. C'est l'article qui a introduit le concept de Transformers, donc qui a permis en vrai tout ce qui est LLM aujourd'hui. Et en fait, tout est là-dedans. Tu vois. Enfin, voilà, il y a un article où il y a tout le. C'est comme si nous, il y avait un article où il y a. Ça, c'est les apps. Voilà, c'est là, quoi. C'est assez fou. En fait, tout vient de là. 2020, il y a la sortie de GPT-3, donc pas de chat GPT, c'était juste GPT, qui n'était pas encore dans le truc conversationnel. On pouvait. Je crois que la PI. Là, a été privé en 2020 et je crois qu'ils l'ont rendu public un peu plus tard, il me semble, un truc comme ça. En 2022, alors, les premières générations d'images, vous vous souvenez de tout ça? Bon, c'est encore un peu d'actualité, mais bon, quand même moins que là. ChatGPT en 2022, ouais, moi ça me fait halluciner à chaque fois que je vois cette slide. 2023, donc vraiment littéralement il y a un an, vous avez tous vu cette... Ah, j'ai pas internet.
Est-ce qu'on peut se connecter ici? J'ai de la 5G, donc je vais pouvoir le faire. Hop, désolé, petit interlude. Yes. Voilà, donc ça, c'était plus ou moins les premières vidéos générées par je ne sais pas quel modèle d'ailleurs, peu importe. Et c'était il y a un an, quoi. Voilà, un an plus tard, la même vidéo. Voilà. Bon, je pense que vous avez vu probablement plein de vidéos comme ça. Enfin, c'est juste incroyable. En mai, vous avez sûrement vu donc, la keynote d'OpenAI avec le nouveau modèle 4o et la conversation real-time avec la voix incroyablement réaliste. Et je l'ai mis quand même, mais en fait, en vrai, dans le monde de l'IA, je crois que c'est vraiment insignifiant, quoi. Enfin, tout le monde s'en fout. Voilà, Apple Intelligence. Et là, j'ai mis, alors ça, c'est un Indé qui a fait ça cet été. Il a refait le trailer de Mononoke en Genia, et c'est juste bluffant. Et c'est des modèles, la moitié sont gratuits, enfin, c'est vraiment d'une accessibilité incroyable, quoi. Enfin, pour la petite histoire, le mec a été contacté par des studios d'Hollywood pour travailler avec lui. Ok, donc là c'était la petite introduction. Là je vais vous parler d'un use case. Alors pourquoi je suis arrivé à faire ce talk? Parce que, donc bon, je suis développeur, je suis curieux comme tout le monde hein, sur l'IA. Mais il se trouve que dans la boîte où je bossais, là, on m'avait demandé de créer une app en fait sur un business potentiel émergent. Donc il fallait un petit peu creuser. Et c'était en fait une app de podcast générée par IA. Bon, l'idée paraît sympa. Et donc j'ai passé là une bonne partie de l'année en fait à creuser un peu le sujet, voilà, un peu me prendre la tête avec plein de trucs. Et je vais faire un petit récap de ce que j'ai fait, et puis les learnings en fait qui sont les plus importants. Ah, j'ai coupé le son. Bon, donc ça c'est un extrait de une des générations que j'ai pu faire. Was a fragile democracy beset by hyperinflation, political violence, and the lingering humiliation of the Treaty of Versailles. Into this volatile mix. Bon, donc la voix est plutôt sympa, c'est pas ce qui est vraiment le plus intéressant ici. Donc déjà la stack qu'on a utilisée, donc c'était donc du coup une app iOS qui allait faire des requêtes à un back. Là c'était un back en Supabase pour donc l'inférence. Tout le monde voit ce que c'est l'inférence? Bon, exécuter en fait, utiliser un modèle LLM pour avoir un input et un output, quoi. Donc ça, il y a besoin de le faire sur, en général, des machines plutôt puissantes pour que ça aille assez vite, quoi. Donc en l'occurrence, on a testé plein de choses. On s'est arrêté sur 2 services. Alors, c'est très important de dire que c'était au printemps et au début de l'été. Et en fait, les choses vont tellement vite que vraiment, d'une semaine à l'autre, c'est plus du tout les mêmes learnings, c'est plus du tout les mêmes infos. Et on va voir qu'entre-temps, il y a eu plein de nouveautés. Donc là, on a pris OpenAI et Grok. Alors Grok, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Grok, c'est une boîte qui a construit un chipset spécifique pour l'inférence de l'LM. Et en fait, c'est le chipset aujourd'hui qui est le plus performant que les NVIDIA, parce qu'NVIDIA, c'est quand même beaucoup plus générique que juste de l'inférence. Ils font du training, ils font plein de choses. Là, c'est vraiment un chipset dédié à l'inférence. Ils sont extrêmement rapides. D'ailleurs, ils se sont lancés au printemps, ils étaient gratuits au début, donc c'est quand même pas mal. Et ils sont en vrai pas chers, quoi. Du coup, ils n'ont pas les modèles propriétaires, ils n'ont que les modèles open source, forcément. Mais voilà, ça permet d'avoir une inférence incroyablement rapide. Donc ça, c'est pour la partie LLM. Et pour la partie donc, TT, c'est Text-to-Speech. Pareil, OpenAI, donc c'était l'ancienne version avant le 4o, là. Et Eleven Labs, pareil, qui est une boîte un peu spécialiste dans le domaine et qui fait de belles voix, en fait, on va dire, quoi. Et qui marchait plutôt pas mal. Alors du coup, quand on parle d'inférence de l'LM, en général, on parle de prompt engineering. Et à mon sens, alors c'est une théorie un peu controversée, et je suis peut-être pas, je suis pas le seul a priori à penser ça. Je pense qu'on ne devrait pas dire prompt engineering, on devrait dire prompt crafting. Parce qu'en fait, on bricole.
Bah, faut dire ce qui est, quoi. Aujourd'hui, on est à l'époque de l'IA où on bricole, quoi. C'est pas l'ingénierie ce qu'on fait, on teste des trucs. C'est pas du tout déterministe. Enfin, c'était pas déterministe jusqu'à il y a pas longtemps. Donc voilà, on met des mots et puis on fait des tests et puis on voit ce qui se passe et puis on fait plein de tests comme ça. C'est du crafting. Alors il y a des techniques, il y a des choses. En fait, pareil, c'est vraiment, tu vois, c'est empirique, quoi. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils se partagent un peu sur Reddit. Tu vois, moi j'ai fait ça, il s'est passé ça. On en est là, tu vois, de l'IA, quoi. Donc c'est du crafting. Par contre, en fait, il y a aussi la partie ingénierie et on va en parler juste après, parce que c'est vraiment la partie intéressante à mon sens. Donc voilà, le prompt crafting. Embracing unpredictability. Alors désolé, par contre, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, toutes les slides sont en franglais, donc mélange. Bon, je pense que ça ne vous choquera pas. Prompt perplexity, c'est en fait une notion qui est assez importante pour faire de l'inférence en LLM. Donc ça, pareil, des études empiriques ont montré qu'en fait, donc la perplexité, c'est en fait la compréhension, le doute que peut avoir le LLM quand il génère du contenu. Alors je ne rentre pas dans les détails comment marche en fait le LLM, l'inférence, etc. Mais globalement, il essaie de deviner en fait le prochain mot à chaque fois. Et plus il est sûr de lui, moins il est perplexe. Donc en général, on cherche ce qui est le moins de perplexité possible parce que ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir plus prévoir en fait l'output, la sortie, le rendre un peu plus déterministe. Donc là, c'est les études qui ont été menées avec des graphes. Voilà, plus il y a de perplexité, moins de précision. Donc du coup, le prompt crafting, qu'est-ce que ça dit? Ça dit donc c'est créer des questions. C'est l'art de. Alors c'est d'ailleurs de l'art, de l'art, de l'artisanat, de créer des questions, des statements pour interagir avec les modèles d'IA et du coup avoir des outputs pertinents. Le prompt engineering, du coup, c'est quoi? Et ben en fait, voilà, ça se met en place, quoi. Il n'y a pas de vraie réponse, ça se construit devant nos yeux, quoi. C'est magnifique, c'est génial. Il suffit de regarder, et c'est en pleine construction, tellement en pleine construction, on va en parler tout à l'heure, mais moi je suis tombé sur des outils, leur landing page, ils montraient plein de features, et en fait c'était du bullshit. Dès qu'on faisait un sign-up, un sign-in, un compte, on arrivait, puis il y avait 2 boutons qui marchaient, quoi. C'est vraiment, ça se construit en live quasiment devant nous, quoi. Et ça, je trouve ça assez magnifique. Donc voilà, l'ingénierie par rapport au crafting, c'est mettre en place vraiment des process avec du tooling spécialisé pour voilà, essayer de maîtriser plus ce qu'on fait, quoi. Alors, je ne rentre pas dans le détail du schéma, hein. Pareil, j'en ai aucune idée, j'ai pris un truc qui paraissait un peu compliqué. Mais ce n'est pas le but en fait, on rentre jamais, là on ne va pas rentrer dans trop de détails. Là je vous donne un exemple comment moi je construisais mon prompt. Bon, c'était pas c'était pas sophistiqué en vrai, c'est juste qu'à un moment donné, par rapport à juste quand on fait une requête sur ChatGPT, là on veut un peu plus maîtriser, donc déjà c'est du JSON, donc on donne un schéma, donc on essaie de faire qu'il respecte à peu près le schéma, on essaie de générer en fait voilà, comment on appelle ça, des chunks, donc par petits morceaux pour les rendre plus facilement prédictibles. Donc là c'est fait en TypeScript, il n'y a rien de très compliqué. Mais en fait, même en code, déjà, on arrive très vite à des limites et on se dit il faut plus que ça, quoi. Il nous faut vraiment des outils, quoi. Il nous faut une chaîne d'outils, une chaîne de valeur entre le besoin client et les outils très bas niveau qui sont les modèles LLM, quoi. En fait, ce qu'on a dans la vie de tous les jours quand on est développeur, quoi, et qui n'existe, qui est en train de se construire dans le monde de l'IA. Et c'est ça qui est incroyable. Alors du coup, les résultats vite fait, donc ça, c'était vraiment les résultats sur cette expérience il y a quelques mois. Aujourd'hui, déjà, c'est presque plus d'actualité. Donc ce qui était plutôt cool, c'est la pertinence. Enfin, vous avez joué avec ChatGPT, vous avez vu, c'est super cool. Enfin, les réponses sont plutôt, en général, plutôt pertinentes. La flexibilité, on peut demander ce qu'on veut. Enfin, il est toujours sympa, il est toujours ouvert, il est toujours de bonne humeur. L'accessibilité tech, en fait, c'est une API, quoi. Enfin, en vrai, en 2 clics, c'est bon, on y est, quoi. La qualité de la voix, déjà à l'époque, pour moi, était bluffante. Et aujourd'hui encore plus, quoi. Avec 4O, je ne sais pas si vous avez joué, là ils ont ouvert 4O en Europe hier ou avant-hier, le 23. Enfin voilà, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et puis l'improvement piece, ouais, c'est vraiment tous les jours ça s'améliore, c'est la folie. Bon, les trucs un peu moins cool, les hallucinations, on les connaît. Alors bizarrement, la longueur de texte. En fait, les LLM sont très forts pour synthétiser, c'est en général ce qu'on veut en fait. Par contre, ils n'y arrivent pas, c'est très compliqué de faire des textes longs. Et moi, quand je fais un podcast, un épisode, il fallait qu'il dure 30 minutes, quoi. Donc c'est quand même beaucoup de tokens. Alors déjà, il y a le problème de taille, limitation de taille d'input et d'output. Je ne sais pas si vous avez un peu vu, chaque modèle a un peu ses limites, machin. Bon, ça, on peut faire plusieurs chunks, mais en fait, très vite, il arrive à des limites où il va répéter. Si on le force trop, à un moment donné, il va péter un plomb, ChatGPT, hein. Et il va répéter le même mot à l'infini, quoi. On arrive sur des trucs comme ça, en fait, on sent clairement que les modèles n'ont pas été entraînés pour ça, et quand on va forcer
un contre-courant de l'entraînement, en fait, bah, c'est qu'on se plante un peu, on n'a pas bien compris comment ça marchait. Le style, alors c'est vrai qu'à force de faire des centaines de générations de podcasts avec de l'IA, j'ai commencé à ressentir le style de l'IA et parfois j'écoutais je sais pas moi, des posts Instagram ou des trucs comme ça, je me dis ah, ça c'est peut-être du chat GPT derrière. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours un peu les mêmes formulations, des petites tournures de phrases qui reviennent souvent. Le respect du JSON, j'en parlais tout à l'heure, donc bon, en vrai ça marchait déjà pas mal. Peut-être, allez, 8 ou 9 fois sur 10. Ce qui était bien, mais en fait en prod, c'est pas assez quoi. 9 fois sur 10, nous si on avait, je sais pas, Amazon qui marche 9 fois sur 10, enfin voilà quoi. Ou Datadog, tu vois. Donc on en est quand même plus ou moins en bricolage. Et puis évidemment, on parle d'API, il y a un coût derrière en général quand même. Pareil, le coût évolue très vite, ça baisse très vite aussi. Et puis, alors, les API aussi, j'ai trouvé pas stables. Clairement, il y avait beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que, bon, échoue, fail, erreur, 0. Voilà. Pas de réponse, on s'en fout. Enfin, on sent que c'est pas complètement production ready encore. Donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour voilà, aller plus loin, essayer de vraiment avoir un truc solide qui soit vraiment utilisable en production. Et donc, la première chose à laquelle, normalement, qu'on envisage, c'est de faire du fine-tuning. Donc, on a un modèle qui est entraîné. Est-ce que ça vous parle, le fine-tuning? À qui ça ne parle pas du tout? Ok, donc je vais expliquer. Donc, en fait, un modèle, globalement, il y a l'entraînement qui lui-même se sépare en plusieurs phases. L'entraînement, en fait, c'est qu'on lui donne globalement, les gros modèles, c'est genre tout Internet. C'est même pas des terras, c'est juste tout Internet, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, ce qu'ils font, c'est ils passent par des crawlers qui existent, des crawlers connus, open source certains, qui vont simplement prendre toutes les pages accessibles par Google. Ils vont tout copier et ils vont entraîner le modèle avec ça. Donc bon, c'est pas techniquement tout Internet, mais c'est quand même une bonne partie, quoi. Donc ça, c'est l'entraînement. Et une fois qu'on a entraîné, donc ça coûte extrêmement cher. Il faut avoir les data centers incroyables hein, de Microsoft, etc. Et ensuite, par contre, une fois qu'on a le modèle qui est entraîné, on peut le fine-tuner. Donc le fine-tuner, en fait, c'est genre un mini-entraînement avec un mini dataset beaucoup plus petit. Et là, on va pouvoir le spécialiser pour une tâche. On ne va pas pouvoir complètement le changer. C'est-à-dire qu'un LLM qui, voilà, un chat GPT, on ne va pas pouvoir le transformer en truc qui n'a rien à voir. Mais on va pouvoir le spécialiser, par exemple, je sais pas, pour un certain type d'entrée, un certain type de sortie, pour l'affiner sur notre besoin. Donc moi, ça me paraissait prometteur pour mon problème de podcast. Sauf que le fine-tuning, en fait, il y a un truc assez critique. Donc là, je vous montre déjà un petit peu comment ça se passe. Donc, fine-tuning, en fait, on doit lui donner un dataset, donc des données sur lesquelles on va l'entraîner. Donc les données, en fait, ça va simuler une question qu'on lui pose et en fait, on lui fournit la réponse. On lui dit, voilà, c'est ce genre de questions-là qu'on va te poser, c'est ces réponses-là qu'on attend en sortie. Et ça, il faut lui enfiler quand même un petit paquet, quoi, un certain nombre. Donc là, en l'occurrence, c'est du JSON. Donc là, on a donc le message, on prend le rôle du système, c'est-à-dire qu'on va lui donner le contexte. On a 3 rôles, en fait. Là, on va prendre le rôle du user. Donc là, on va lui donner le sujet, donc, en l'occurrence de podcast. Donc là, c'est un podcast sur l'opération Barbarossa. Et enfin, on va lui donner sa réponse à lui, en fait, ce qu'il aurait dû générer. Donc la partie qu'on appelle assistant. Et là, voilà, j'ai coupé, mais c'est en gros un podcast, quoi. Et donc ça, il faut enfiler un certain nombre. Le problème du fine-tuning, c'est que, en fait, avoir ces données-là, c'est pas évident. Alors, vous pouvez les avoir déjà, éventuellement, si vous avez des bases de données sur des métiers spécifiques, et tant mieux. Et là, pour le coup, ça marche vraiment pas mal. Et sinon, c'est plus compliqué parce que, en fait, c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Quand on fait de l'IA avec des LLM, c'est vraiment la data, quoi. On est dans l'époque de la data et c'est le nerf de la guerre. Ce qui est recommandé dans un best practice, je crois que c'est OpenIA qui recommande ça, c'est de commencer par des petits datasets, donc de 10, 50, 100 entrées, voir le résultat. En général, il ne sera pas fou, hein. Avec 100 entrées, vous n'aurez pas un résultat incroyable, mais en fait, c'est voir un petit peu l'évolution entre l'initial, le avant-après, quoi. Et si ça va dans la bonne direction, on continue avec de plus en plus de données. Et puis on finit par, idéalement, plusieurs centaines ou milliers d'entrées, quoi. Et là, on est censé avoir un bon résultat. Oui, évidemment, le contenu qu'on lui file, c'est le contenu qu'on attend. Donc, voilà.
Alors, il y a une nouveauté, donc ça, en vrai, je l'ai rajouté hier, parce qu'en fait, ça évolue tellement vite. Donc là, récemment, c'était au mois d'août, je crois, OpenIA rajoutait une option, un mode, le mode strict. Et le mode strict, en fait, il va forcer l'output sur le schéma JSON qu'on lui file. Donc du coup, là, on revient sur un truc déterministe de base, quoi. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment une vraie évolution. Et pour la petite info, ils ne l'ont pas dit publiquement, mais probablement qu'ils sont quand même largement inspirés de Outlines, qui est en fait une lib open source qui est publiée par une boîte qui s'appelle .txt, qui est française, et qui fait ça depuis quelques mois, et c'est un peu les spécialistes. Voilà. Et donc oui, il y a moyen de le faire avec des modèles open source en passant par Outlines, ou alors avec l'option chez OpenIA. Et puis les autres suivent un peu, c'est toujours, enfin voilà, le marché se copie un peu assez rapidement, quoi. Du coup, les learnings rapidement sur ce projet, bah, je l'ai déjà dit, la qualité des datasets est clé, c'est vraiment l'élément principal quand on fait du LLM. Alors les LLM peuvent être utilisés en prod. En vrai, il y a déjà des services qui les utilisent, hein, je pense que vous en avez déjà utilisé. Bon, c'est encore un peu compliqué, mais ça évolue tellement vite que d'ici quelques mois, en fait, il n'y aura même plus vraiment de questions à se poser, quoi. Peut-être même dès aujourd'hui, en vrai. En vrai, c'est faisable en prod, quoi. Avec des précautions, mais c'est faisable en prod. Et par contre, ouais, il y a une chose qui saute aux yeux, vraiment, qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point on a besoin de tooling. On ne veut plus être avec nos marteaux à l'âge de pierre, quoi. On veut vraiment passer à l'époque industrielle. Et donc, il nous faut du tooling et des compétences spécialisées. Voilà. Et ça, c'est peut-être moins simple que ça n'y paraît. Donc, moi, j'appelle ça l'industrialisation de l'IA. Je ne sais pas si le terme est un peu peut-être exagéré, mais bon, j'en ai pas trouvé un autre. Donc, alors ça, vous avez peut-être vu passer ce schéma. Il avait fait le buzz il y a quelques semaines. C'était pour dire, ou même plus, pour dire que ChatGPT était l'outil numérique adopté le plus rapidement de l'histoire, et enfin même beaucoup plus rapidement. Là, on voit le temps d'adoption comparé à Instagram ou à Netflix, etc. En gros, voilà, il n'y a pas photo. L'adoption de l'IA est beaucoup plus rapide que tout ce qu'on a pu connaître par le passé. Il y a le même schéma avec d'autres choses, avec l'automobile, avec Internet, avec les smartphones. Et c'est incomparable, hein. Enfin, l'automobile, je crois que c'était pour arriver à un certain pourcentage de la population qui avait une voiture, ça a mis des dizaines d'années. Pour arriver à 80, un gros pourcentage de la population qui a déjà essayé au moins une fois ChatGPT dans sa vie, ça a mis, je sais pas, quelques semaines, quoi. Donc voilà, on n'est plus du tout sur la même. Et là, je me suis amusé à faire. En fait, j'ai eu cette idée, mais d'autres personnes l'ont eu avant moi, donc j'ai récupéré un peu ce qu'ils ont fait. J'ai voulu comparer en fait le cours en bourse de la bulle de l'IA, donc de Nvidia aujourd'hui, avec la bulle de l'Internet, donc des années 2000. Donc là, ça compare avec Cisco. Bon, je ne sais pas si on peut en tirer des conclusions, mais en tout cas, bon, clairement, il y a quand même un parallèle à faire, quoi. Et en vrai, autre chose qui est hyper intéressant avec ça, d'ailleurs c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, non seulement qu'il y a un parallèle à faire, mais en fait, c'est quelque chose qui est normal et qui est nécessaire. Alors ça, c'est Mark Anderson qui avait dit ça, et j'avais trouvé ça hyper intéressant. La bulle de l'Internet de l'an 2000 était utile, était même indispensable, et c'est même elle qui a permis en fait l'Internet d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, comme aujourd'hui avec l'IA, il y avait des besoins gigantesques en investissement, et en fait, c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est qu'en fait, les dollars pleuvaient, du coup, il y a plein de boîtes qui ont investi, qui ont fait plein de choses. Il y en a qui sont mortes, mais il y avait besoin de ça pour construire les infrastructures, l'écosystème, etc., les bonnes pratiques, les métiers, les écoles, etc. Donc l'IA, à mon sens, il y a quand même une grosse part de ça. On verra si ça éclate ou si ça redescend ou si ça continue à monter, je ne sais pas. Mais voilà, on est dans la phase de gros investissements plus ou moins impressionnants. Alors, ouais, alors juste un chiffre que je drop comme ça, mais qui est assez symbolique à mon sens. Donc Hugging Face, c'est une sorte de GitHub pour modèle LLM. C'est une boîte française qui est faite à Paris, je crois. Donc c'est un peu la ref. Alors c'est pas les seuls, hein, mais c'est un peu la ref pour les modèles. On trouve plein de choses. Ils se diversifient vachement, mais voilà, tu vois. Donc là, ils ont un répertoire, on va dire, où aujourd'hui, enfin hier, ils avaient, donc ça c'était mardi, ils avaient un peu plus d'1 million de modèles. Et en fait, ce screenshot, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait une fois lundi, je l'ai foiré. Et je l'ai refait mardi. Et entre deux, en fait, voilà. En même pas 24 heures, il y avait déjà 1000 modèles en plus, quoi. Donc là, on va passer en revue plein de choses. Franchement, ce n'est pas le détail qui est important, c'est plus la big picture. Donc là, j'ai mis une liste de modèles. Alors, c'est évidemment dans les 1 million
juste un petit extrait, mais c'est ceux qui me paraissent, moi, les plus pertinents. Donc, il y a ChatGPT, donc en LLM ou multimodal, donc ChatGPT, Llama que vous connaissez de Meta, Mistral, donc les Français, des anciens de Llama, d'ailleurs ceux qui ont fait Llama, Claude d'Anthropic, Gemini de Google, en image on a Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, Flux. Alors Flux c'est hyper intéressant, toutes les images qui sont là viennent de Flux, enfin toutes les images un peu générées, je les ai générées avec Flux. C'est un modèle qui a, je crois, qui est sorti en juin ou juillet, et qui n'est pas open source, mais qui est téléchargeable, donc on peut voilà, le manipuler, qui a une licence commerciale, enfin il y a des limites, mais on peut l'utiliser. Et en fait, en sortie, il est quasiment du niveau de Midjourney, quoi. Sur certains use cases, il est meilleur, sur d'autres, il est moins bon. Ce qui est assez fou. Et, ouais. Voilà, de l'audio, donc il y a voilà, faire du TTS, du speech to text, du text to speech, en open source, en propriétaire, toujours les deux. En gros, sur tous les modèles, tous les types de modèles, il y a vraiment les propriétaires, il y en a quelques-uns et c'est souvent les plus connus. Puis après, la variante open source qui est souvent moins bonne quand même, il faut dire la vérité, mais qui existe et qui est gratuite. Alors j'ai mis Apple. Encore une fois, Apple est vraiment dans le monde de l'IA complètement inexistant, mais on est dev iOS, donc on s'y intéresse un peu. Et alors, il y a des LLM dont vous avez peut-être entendu parler, il y a Ferret. Il y a eu des articles là-dessus. Il y a Ferret UI, alors qui est assez spécifique, je crois que c'est un peu le seul, à ma connaissance, en tout cas connu, qui fait ça. C'est un modèle qui a été entraîné donc, pour faire de la vision, mais de la vision sur de l'UI iOS. Donc en fait, Ferret, il sait faire qu'un truc, c'est dire, bah, là c'est un bouton, là c'est un toggle, là c'est un... enfin voilà, les composants iOS quoi. Donc on imagine que peut-être Apple va s'en servir ou s'en sert déjà pour je ne sais pas quoi. C'est celui-là dont je te parlais, Realm. Donc Realm, en vrai, il y a très peu d'infos. C'est possible que ce soit celui, enfin le modèle LLM, on sait que c'est un LLM, c'est peut-être celui qui en fait qui power derrière l'intelligence, la partie qui est locale. Donc l'inférence locale, je ne sais pas. En tout cas, ça existe et puis peut-être qu'ils en font quelque chose. Ensuite, il y a un SLM. Alors, les SLM, j'en ai pas parlé, c'est en fait comme les LLM, donc Large Language Model. Là, c'est small, donc c'est juste la même chose en plus petit. Donc plus petit, c'est-à-dire moins efficace. Et on va voir les résultats. Moi, j'ai testé. Bon, c'est moins bien. Et puis, ils ont un truc de Genia. Alors, Ajax, alors ça, c'est très probablement ce qui sert à faire les espèces de Genmoji, je crois qu'ils appellent ça. Voilà. D'ailleurs, qu'ils ont publié aujourd'hui avec la 18.2 ou hier. Et ça y est, enfin, ils sont accessibles. Alors du coup, industrialisation, donc on a vu il y a des modèles, c'est cool, c'est la base. Donc ça, on va pas les faire, non. A priori, on va les utiliser. On veut les utiliser de manière un peu déterministe en production, donc que ce soit un peu fiable. Mais comment on fait pour ça? Enfin, c'est quoi les critères en fait? Comment on se dit c'est fiable, ça marche bien, ça atteint l'objectif qu'on veut ou pas? Et ben, en fait, il faut qu'il y ait des critères. Et c'est pas si évident que ça. Quels critères je choisis selon le type des modèles, le type d'entrée, le type de sortie, etc. En vrai, il y a 1000 possibilités. Mais il faut y réfléchir, c'est une première étape. Comment on fait? Alors, comment on fait pour, une fois qu'on a les critères, comment on fait pour vérifier que ça correspond? C'est pas évident. Alors, la première des choses, c'est qu'on peut mettre des gens, donc on peut mettre des humains qui vont tester, et puis qui vont dire, là c'est la bonne réponse, là c'est pas la bonne réponse. Évidemment, c'est long, c'est coûteux, c'est efficace quand même en général, mais c'est long, c'est coûteux, et puis c'est pas très scalable, enfin même pas scalable du tout. Ensuite, on va voir qu'il y a d'autres méthodes. Alors, celle du bas, donc celle qui est la plus scalable, c'est la méthode heuristique en code. Donc on fait des if et des else, des machins. Si la longueur dépasse ou est inférieure à tant de caractères, c'est bien, c'est pas bien. Et au milieu, tu as donc la partie avec de l'IA. Et donc ça, c'est un exemple d'une des méthodes, je crois que c'est peut-être la plus connue aujourd'hui. Donc le LLM as a judge, c'est-à-dire qu'on va utiliser une IA pour juger en fait le résultat d'une autre IA. Donc voilà, par exemple, ça peut être ChatGPT ou n'importe quoi. Et les petits graphes à droite, alors vous ne voyez pas, vous êtes loin, mais en fait, il y a eu des tests. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, donc en comparant, donc il y a plusieurs types de LLM, de modèles différents qui ont été utilisés. Et je crois que c'est la courbe bleue, c'est les humains. Et en fait, on se rend compte que globalement, à 80%, ils ont le même jugement. Donc les LLM ont le même jugement que les humains sur les tests qui ont été faits. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Une autre méthode qui est très populaire aussi, c'est les chatbots arena. Donc là, c'est rigolo, c'est qu'en fait, on prend une arène, puis on prend deux modèles, et puis on les fait se fight, quoi. Ça, c'est assez cool. Et puis on dit qui a gagné, quoi. En gros, on prend un Mistral, on prend un ChatGPT, et puis fight, et puis moi je préfère celui-là.
Et puis donc ils font ça avec plein de modèles, donc ils disent à chaque fois qui est meilleur et qui est moins bon, parce que les chiffres sont en fait symétriques, ce qui n'a aucun sens. Mais j'ai trouvé les couleurs jolies, donc je l'ai mis là. Et puis je savais que vous ne verrez pas les chiffres de toute façon, donc c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ah oui, les benchmarks. Les benchmarks, en fait, voilà, les benchmarks, vous en avez vu, je pense, déjà un petit paquet. Les benchmarks, bon, il faut à un moment donné, à un moment donné, il y a des tests qui sont faits, il y a des résultats qui sont publiés. J'ai trouvé pas évident de trouver des benchmarks fiables parce qu'en fait, il y a tellement de tests différents et puis ça va tellement vite que c'est pas forcément évident. Et j'ai trouvé qu'il y avait, pour moi, 2 ou 3 sources assez fiables là-dessus. Donc, c'est Hugging Face, encore une fois, qui est un peu qui est clairement une référence dans ce monde-là et qui publie ce qu'ils appellent des leaderboards. Donc là, il y en a plein. Il y a un site qui est dédié à ça, donc c'est Artificial Analysis, qui est à jour, qui publie plein de graphes avec des filtres, des sélections, etc. Donc c'est assez cool. Et puis en vrai, il y en a d'autres, mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous les partager aussi. Ensuite, donc on a vu l'évaluation, on a vu comment les différentes méthodes. Tout à l'heure, on a parlé de fine-tuning. Je ne vais pas revenir dessus. Par contre, là, je vais parler d'une autre technique pour générer des résultats par rapport à ce qu'on attend. C'est le RAG, donc le Retrieve Augmented Generation. En gros, c'est assez simple, c'est qu'on a une base de données avec du contenu et on veut que le modèle, le LLM, puisse chercher dans le contenu. Et en fait, il ne va pas juste crawler, faire des requêtes SQL. En vrai, il pourrait, ce serait drôle à faire, mais ce ne serait pas performant. Un truc beaucoup plus performant, c'est qu'en fait, on va vectoriser la base de données, et puis lui, en fait, il va taper directement dans les vecteurs de la base de données. Sachant que lui, dans son modèle de fonctionnement, c'est déjà des vecteurs, donc en fait, il compare vecteur à vecteur, et puis il a le résultat. Donne-moi, par exemple, la liste des pommes dans ma base de données de fruits, et puis voilà, ça va assez vite, quoi. Donc c'est vraiment assez basique, mais ça marche bien, c'est très utilisé, évidemment, dans plein de services aujourd'hui. Les agents, vous en avez sûrement entendu parler aussi, c'est tout bêtement en fait enchaîner des services, donner un peu d'intelligence à un modèle, on va donner la capacité de faire des actions intelligentes. Alors, le truc le plus basique, c'est par exemple qu'il puisse aller sur Internet, ChatGPT, quand on lui demande cherche-moi, je ne sais pas moi, quelle est l'actualité la plus marquante de hier, il va faire une recherche sur Google et puis il va dire la réponse, c'est ça. Donc ça, il a juste la capacité d'aller taper une API recherche Google, quoi. En fait, on peut faire la même chose avec n'importe quelle API et lui donner des capacités qu'on veut, quoi. Le customiser sur étendre ses capacités sur des choses plus spécifiques. Et ça peut aller très très loin. Là, je parlais juste d'une API, mais en fait, ça peut être une chaîne de services qui appelle un LLM, qui appelle un truc, une API qui appelle un autre LLM. Enfin, ça peut devenir très complexe. Et en général, c'est là-dessus, c'est vers là qu'on tend. Quand on aura des outils. On commence. En vrai, on les a. C'est surtout que voilà, il faut apprendre à s'en servir en fait. Les outils sont quand même pas mal là déjà. En parlant d'outils, donc là, voilà, l'écosystème en fait de l'IA aujourd'hui, c'est quoi? C'est des modèles avec des sites qui les hébergent, enfin, soit les propriétaires, soit des sites comme Hugging Face pour les open source. C'est faire de l'inférence sur le cloud en général quand même, parce que ça demande quand même pas mal de puissance. C'est des datasets. Donc on a aussi des sites, sites open source comme Kaggle, des sites aussi payants, on peut acheter des datasets payants. Et on a plein de sites, on peut faire du training et du fine-tuning. En général, c'est payant, souvent plus ou moins cher. Enfin, le training, c'est cher, le fine-tuning, c'est quand même pas trop cher, ça va. Des sites, des outils qui nous permettent de faire du RAG, du fine-tuning, enfin énormément de choses. Des agents pour faire du prompt engineering et même du prompt crafting. Enfin, les deux, il y a vraiment énormément de choses. Pour les évaluations, donc là, il y a carrément des sites qui sont vraiment centrés là-dessus, quoi. C'est-à-dire que leur objectif, c'est juste évaluer des datas et voilà, c'est vraiment leur spécialité. Et pour faire du monitoring, évidemment. D'ailleurs, oui, Datadog en fait, je crois. Bien sûr, évidemment. On fait de tout, de toute façon. Et les marketplaces, alors un marketplace, en fait, c'est les agents payants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'amusent à faire qui font des agents, et puis du coup, on peut les utiliser en payant, quoi. Enfin, sans même que ce soit un vrai service ou une app ou un site web derrière, quoi. C'est juste un marketplace, et on arrive et ça fait plein de trucs, un peu de tout. Beaucoup de conneries aujourd'hui, hein. On est un peu dans l'époque 2000 des sites web où il y a 3/4 de bullshit, quoi. Donc voilà, piloter un projet IA aujourd'hui, ça ressemble un peu à ça, pour moi. C'est qu'en fait, c'est vraiment
le fil de laine, une fois qu'on tire, et puis en fait, ça n'en finit pas, quoi. On a un milliard de services, on ne sait pas trop lequel est le bon, lequel est bullshit, qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'il ne faut pas utiliser. C'est un peu, pour moi, je compare beaucoup ça à l'époque 2000 du web ou 2010 du mobile, quoi. On ne savait même pas, en fait, c'était quoi la best practice, quoi. On ne connaissait pas la marche à suivre, et plus ou moins personne ne le savait, ou en tout cas pas beaucoup de gens le savent. Et en vrai, ça peut paraître pas cool, mais en fait, il y a un côté très cool, c'est que c'est un champ d'opportunité assez intéressant. Mais on va en parler un peu plus tard. Là, on va juste parler de l'inférence locale. Donc, l'inférence locale, c'est en fait exécuter des LLM sur un Mac, par exemple, en local. Alors, pourquoi faire ça? Parce que déjà, c'est drôle, et en plus, c'est gratuit. Pareil, il y a un milliard de trucs qui existent. Pour s'y retrouver, c'est pas forcément évident. Donc pour les LLM, la plus connue, c'est la CLI de Ollama. Donc ça permet de télécharger, de requêter Llama. Et pas que Llama, parce que Llama a plein de petits rejetons des variantes, et ça marche avec les variantes aussi. Et puis après, il y a aussi des vraies apps, comme LM Studio, qui permet de faire ça, et ce qui est gratos et qui marche très bien. Donc ChatGPT en local, Privacy, tout ça. Il y a aussi pas mal de sites web, là c'est l'impression qu'on bricole encore un peu, où on se fait des serveurs en local pour exécuter des trucs. Enfin, Franck, je suis sûr que tu adorerais. Et pour faire aussi, alors là on parle d'LLM, en fait ça marche pour tout l'IA, donc la GNIA, les images, donc toutes les images je les ai générées en local avec Diffusion B, je crois, ou l'autre, un des deux. Il y a des trucs, alors comme UI pour le coup, c'est local, c'est aussi dans le cloud, et c'est en fait l'outil avec les graphes qu'on voit au milieu là. Et c'est probablement l'outil le plus puissant aujourd'hui pour faire des images et des vidéos les plus travaillées. Quand vous voyez les trucs magnifiques de vrais artistes IA là, sur Insta ou TikTok, c'est souvent fait avec ça. Le mec qui a fait le trailer de Mononoke, il l'a fait avec ça. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de paramètres, il y a beaucoup plus d'étapes en fait. C'est pas juste un prompt et puis fais-moi le trailer de Mononoke, merci. Moshi AI, je l'ai aussi mentionné, en fait, il y a un milliard de trucs, mais j'ai mentionné Moshi AI parce que c'est une boîte française qui a fait le buzz là, il y a vraiment pas longtemps. Ils ont sorti une sorte de chatbot IA en real time, donc en fait ce que fait OpenIA avec le modèle 4o, et limite presque plus avancé, quoi. Et ce qui était assez cool, c'est qu'ils ont open sourcé une partie et qu'il y a même carrément une partie, enfin, c'est censé marcher en local. En vrai, ça a failé sur leur démo, mais théoriquement, c'est censé marcher en local sur un Mac. Voilà. Donc avoir l'équivalent d'un 4o pour le côté conversationnel, en tout cas hyper naturel, en local sur le Mac, ce qui est quand même assez cool, quoi. Donc pour faire de l'inférence en local sur Mac, il y a plusieurs possibilités. La première, la plus évidente pour ceux qui font de l'IA, normalement, c'est faire du Python. Parce que c'est voilà. Voilà, lancer un serveur Python en local et puis générer les modèles avec. Donc là, j'ai mis quelques stats, certaines de moi, certaines non. Donc Flux, ça c'est mes stats. Donc ça prend entre 30 secondes et 2 minutes pour générer une image sur mon MacBook, je crois que c'est un M2 Pro, un truc comme ça. Sur OpenIA, Whisper, OpenIA a aussi quelques modèles open source. Donc Whisper, la version petite, en tout cas, elle est disponible. Elle n'est pas open, mais elle est disponible à l'utilisation. Et donc, on a un temps de génération qui est à peu près 4 fois le real time. Donc, je dis une phrase qui prend 3 secondes, donc c'est 3 fois 4, quoi. Voilà. Ce qui est pas mal en soi, ce qui est assez rapide, ça dépend de l'use case qu'on peut avoir. Pour faire donc, du text-to-speech, il y a un truc qui s'appelle Tortoise qui génère une phrase à peu près en 30 secondes pour une pas très bonne qualité, 1 minute, 4 minutes selon la qualité, ce qui reste quand même vraiment pas mal en vrai par rapport à ce qui se faisait il y a encore pas très longtemps. Et il y a un nouveau truc qui est sorti, qui est open source, qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi. Moi, au moins, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et là, ça génère une phrase en général 30 secondes en vrai, c'est plutôt assez rapide. Once upon a time, in a galaxy far, far away, the Galactic Empire and the evil Dark Vader. Bon, voilà. Donc ça, c'est généré en local en 30 secondes, quoi. Enfin, c'est même plus long, là, j'ai coupé, mais... Et donc, du coup, la partie iOS, bon, elle est courte, hein. Elle n'est pas si courte que ça, mais bon. Donc, du coup, on va faire une app avec de l'IA sur Mac ou sur iOS. Donc, on a plusieurs possibilités. On peut faire CreateML. Donc, iCoreML, première chose, CreateML, donc l'outil par Apple. Alors, c'est hyper cool. Donc, il y a
toutes ces possibilités-là, c'est assez contraint, enfin c'est hyper contraint, on peut faire que ça, on ne peut pas faire autre chose. L'avantage, c'est que les modèles sont hyper optimisés. Alors, en vrai, je pense que parfois ça dépasse les 10 mégas, mais en tout cas, il y a manière d'avoir des modèles qui sont vraiment petits de quelques mégas. Je ne sais plus dans quelle vidéo, il y a une vidéo d'UpDub où ils expliquent comment ils font. Bon, pour ceux qui comprennent, en tout cas, ça a l'air sophistiqué, intéressant. L'entraînement, il est quand même assez facile parce que tout est avec une UI où on file en fait les datasets, on remplit des cases, des machins, donc c'est assez cool, assez simple en fait à utiliser. Par contre, c'est limité à ces domaines-là, et donc c'est bon, c'est contraint, quoi, on va dire. Si on veut faire autre chose que les 15 domaines de CreateML, ben en fait, on peut théoriquement utiliser CoreML avec d'autres modèles. Et donc pour ça, il faut donc des modèles open source, a priori. Et donc pour ça, il faut les convertir. Donc, alors ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même des gens qui l'ont fait pour nous. Donc on peut trouver les modèles plus populaires comme Llama, Mistral ou OpenElm en converti par des gens sur des repos. La conversion en elle-même, en fait, c'est des scripts comme à droite. Donc là, c'est un script pour Mistral, je crois. Et en fait, franchement, enfin, soit on est passionné puis on apprend et on le fait, soit, enfin, c'est pas un truc qui est juste un copier-coller puis on le lance et c'est bon, on est content, ça marche, quoi. Il y a quand même des petites spécificités. C'est pas si simple que ça, quoi. Et puis le vrai problème, en fait, c'est le poids des modèles, quoi. C'est-à-dire qu'au final, le plus petit que j'ai eu, moi, c'était 700 mégas. Et puis ça peut aller à plusieurs gigas. Enfin, voilà, embarquer une app avec 4 gigas. Une app iOS surtout, quoi. Ensuite, le temps de chargement. Donc en fait, le CoreML marche sur CPU, GPU et Neural Engine. Il y a un temps de chargement pour charger le modèle en mémoire. Et si c'est sur le Neural Engine, en fait, c'est encore plus long. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup plus long encore. Donc en fait, ce n'est pas forcément une bonne chose. Si vous faites qu'une requête, c'est probablement pas une très bonne chose d'avoir un temps de chargement long pour une requête. Par contre, si vous en faites plein d'affilés, peut-être c'est intéressant. Il y a un trade-off peut-être à trouver. Autre problème, moi j'ai réussi à faire marcher avec le petit modèle de 700 mégas. Et en fait, dès que j'ai dépassé 1 giga, j'avais un out of memory, puis l'app crashait. Donc, et pourtant, j'avais mis les entitlements là, pour dépasser même en mode debug. J'ai pas réussi à le faire marcher. Il y a peut-être des techniques, mais voilà, j'ai pas réussi. Et OpenElm, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le petit modèle. Et ben en fait, lui, il a fonctionné, mais il a sorti que du bullshit. Donc, bon. Et ensuite, il y a une troisième technique qui est moins connue, mais qui, à mon sens, marche peut-être le mieux. C'est un framework qui s'appelle MLX. Donc, c'est un framework qui a été développé à Apple, mais uniquement à des fins de recherche. Ils le disent clairement, c'est pas pour de la prod. En même temps, voilà, c'est là, c'est dispo, c'est fait par Apple. Et en testant, en fait, c'est 2 fois plus rapide que PyTorch, qui est quand même assez incroyable sur un Mac. Les temps de chargement sont plus rapides qu'avec CoreML. L'inférence est quasiment instantanée. En local, hein, sur iOS, avec Llama. Enfin, moi, ça me paraît dingue. Et en vrai, il y a une communauté qui a fait pas mal, enfin tous les repos, tous les modèles un peu connus, il y a une communauté sur Hugging Face, il y a tous les modèles, quoi, convertis comme il faut. Alors, c'est pas le modèle CoreML, c'est un autre modèle, enfin un autre format. Par contre, bon, le poids des modèles, c'est toujours le même, hein, enfin, ça ne change pas. Et puis, comme je disais, c'est destiné théoriquement à de la recherche. On ne sait pas trop si ça va être maintenu ou pas, ou est-ce que ça va aller. Mais c'est quand même ultra efficace. Les résultats de ça, donc on a... ça, c'est le résultat de OpenElm. Donc, j'ai demandé 1+1, il m'a sorti ça. Et je l'avais demandé, c'est encore plus drôle, mais je n'ai pas fait de screenshot. J'ai demandé, est-ce que la capitale de l'Allemagne est Paris? Et il m'a sorti tout un monologue qui s'appelait Georges, pardon, et qui faisait je sais pas quoi dans la vie, qui était artisan, je ne sais quoi. Enfin voilà, il m'a sorti un truc qui a vraiment rien à voir. Donc encore une fois, moi honnêtement, je ne pense pas que c'est le modèle qui soit en cause. Enfin, je suis même sûr que c'est pas le modèle qui est en cause. C'est soit l'implémentation. Là, c'était MLX qui du coup en fait fait mal l'inférence avec lui. Soit la conversion qu'il y a eu avant, à un moment donné, parce qu'on a vu la conversion, c'est un script. Donc si on se plante sur un paramètre, en fait, tout le truc est foutu, quoi. Soit il n'a pas été entraîné pour faire ça en fait. Peut-être qu'il a été entraîné pour faire d'autres tâches et pas du tout pour faire du... En fait, là je fais du conversationnel avec lui et c'est peut-être pas du tout son objectif. C'est même probablement pas son objectif. En fait, les SLM en général, c'est pas du conversationnel. Donc voilà, il y a plein d'explications possibles. Juste, j'ai pas moi réussi à le faire marcher. Là, c'est le résultat avec Llama 3.2 1B. Donc c'est la version la plus récente et je crois la plus petite normalement, qui fait 700 mégas. En tout cas, la version CoreML et MLX.
et en fait, ça marche, quoi. Enfin, en tout cas, les trucs simples que j'ai demandé marchaient plutôt pas mal. Et on voit à droite, là, enfin, moi je vois, vous ne voyez pas, il y a marqué token seconde 121. Donc 121 tokens par seconde. Un token, c'est presque un mot. Donc là, c'était sur Mac, je crois. Je l'ai sur iOS, si vous voulez, venez me voir après, on jouera avec, mais c'est vraiment assez rapide, quoi. J'ai fait une slide Apple Intelligence. En fait, je voulais pas parce qu'en fait, c'est tellement. Enfin, on parle d'IA, quoi, et là, en fait, il n'y a pas. Ouais, on joue sur les mots, mais en fait, il n'y a pas d'inférence. Donc, est-ce qu'il y a vraiment. Ah oui, Apple Intelligence, c'est de l'IA dans le système, dans iOS, mais nous, côté app, on peut interagir avec cette IA, mais on ne fait pas de l'IA, on ne fait pas d'inférence, quoi. Donc, c'est hyper facile l'intégration. Dans la vidéo de DevDev, vous voyez, c'est vraiment pour convertir les anciens SiriKit ou les anciens Intent, c'est quelques lignes. Alors, il y a des vrais avantages pour la découvrabilité, le réengagement, donc le côté plutôt business marketing de vos apps. Il y a des vrais avantages à implémenter ce genre de choses. Il n'y a pas d'impact sur la perf de l'app, il n'y a pas de surpoids dans le bundle. Donc, il y a des vrais avantages. Par contre, c'est limité, à ma connaissance, ces 12 domaines-là de SiriKit pour Apple Intelligence, si je ne dis pas conneries. Et puis, en fait, voilà, comme je disais, c'est pas vraiment, on ne va pas faire des requêtes, nous, quoi. C'est pas du tout le même usage. Du coup, j'arrive à la conclusion. J'espère que ce n'est pas trop long pour vous. On va faire ça rapidement. Du coup, alors là, je fais un petit peu Madame Irma et les petites évolutions. Mais en vrai, des trucs assez évidents, je pense qu'on sera plutôt d'accord sur une bonne partie. Donc bon, on peut assez facilement dire que l'IA va aller un peu partout dans le futur proche. Probablement de manière pas très visible pour le end user, un peu à la manière de Apple Intelligence. On va avoir des features, puis derrière, il y aura des trucs d'IA. Sûrement des jobs spécialisés. Il y a déjà en fait un job, le MLOps, ça existe, un vrai truc qui existe, qui commence à se développer. C'est sûr qu'on va avoir des modèles de meilleurs en meilleurs, de plus en plus petits, du meilleur hardware aussi pour l'interpréter, c'est une évidence. Il y a aussi des avancées dans la recherche. On m'a soufflé il n'y a pas longtemps cette notion de Edge LLM et de Baby LM. En fait, c'est des manières d'avoir des petits modèles qui soient justement utilisables plus près de l'utilisateur, donc sur ces devices, voilà, par exemple, les machines qui l'utilisent, quoi. Donc, ce qu'on a fait nous tout à l'heure en mode un peu recherche, un peu bricolage, bon, c'est un peu l'objectif à long terme quand même, quoi. Apple, pareil, j'en ai mis parce que voilà, c'est un meetup iOS, mais en fait, je ne sais pas à quel point c'est vraiment pertinent. Moi, j'ai envie de dire que probablement j'espère qu'un jour, on aura quand même une manière de faire une inférence locale, même limitée, enfin sûrement limitée vu que c'est Apple, mais quand même avoir des possibilités d'inférence un jour. C'est sûr qu'on aura un meilleur copilote, enfin, je ne sais plus comment ils appellent ça sur Xcode, et peut-être les fameuses rumeurs qui sont en train de faire un cloud AI, donc pour faire l'inférence cloud avec leur processeur. Et peut-être qu'ils l'ouvriront aussi à nous, quoi, ce qui serait assez cool. Et donc ça donnera des applications plus personnalisées, des services plus puissants. Et ça, en vrai, il faut quand même le prendre, enfin, il faut l'anticiper, quoi. Il faut, à mon sens, quand même réfléchir un petit peu à tout ça. Les opportunités, moi, elles me paraissent évidentes. Elles sont, à mon sens, c'est peut-être un peu, je m'aventure un peu, mais moi, je le ressens. Je ressens un peu les mêmes opportunités, voire même plus qu'à l'époque des années 2000, où en fait on était au début du web, où on faisait un peu n'importe quel site bullshit, et puis on se retrouvait à passer dans la presse, les médias, ou dans les années 2010, où pareil exactement, on lançait une app de bière, et puis bah voilà. On n'en est pas loin, hein, enfin même mieux que ça qu'aujourd'hui. Et bon, sur un autre niveau un peu plus... c'est peut-être une chance pour l'Europe, en vrai. L'Europe a quand même pas mal raté, en vrai, le virage numérique, enfin, du web et du mobile. Les grosses boîtes dans le secteur, on le sait très bien, elles sont américaines, voire asiatiques. On a la chance d'avoir quand même cette qualité de recherche en Europe sur ce domaine-là, et on a des petits champions qui essaient d'émerger. Donc voilà, c'est peut-être une nouvelle chance pour l'économie européenne, ce qui serait assez intéressant pour nous. Et je finis là-dessus avec les risques. On a parlé tout à l'heure de bulles financières. En vrai, ce n'est pas forcément un problème, sauf si vous avez beaucoup misé sur Nvidia. Le competitive display. Oui, alors ça, il faut anticiper. Alors, effectivement, comme on a un nouveau service qui chamboule un peu l'ordre établi, bah, en fait, les boîtes déjà établies peuvent éventuellement se faire dépasser par d'autres services. Donc, il faut quand même, il faut surtout ne pas être en retard. Peut-être pas être forcément en avance. Plein de boîtes ne seraient pas forcément intéressées pour être avant-gardistes. Hein, je pense les banques établies, les BNP, etc. Mais en tout cas, ne pas rater le virage, c'est quand même, je pense, à mon sens, pas déconnant. Alors,
un problème hyper intéressant qui mériterait un meet-up ou plus, c'est le problème de l'alignement. Vous avez peut-être entendu parler avec l'équipe alignement de OpenIA qui a été dismissed, démantelée il n'y a pas très longtemps. Et je vous mets un lien tout à l'heure, à la fin, sur une super vidéo YouTube qui en parle avec un jeu qui permet de simuler la problématique en fait, de l'IA. On en parle après au drink si vous voulez. Et enfin, le mouvement effectif altruisme qui a fait le buzz il y a un an quand il y a eu l'espèce de révolte chez OpenIA. On a découvert cette espèce de courant de pensée qui a émergé, je crois, en Californie il y a quelques années déjà, et qui en fait justement réfléchit un petit peu tout ça et comment la technologie devrait être plus, au service de l'humain. Enfin voilà, si je peux résumer ça comme ça. Je vous mets ça là comme ça. Si ça vous intéresse, bah, Google est votre ami. Vous saurez toutes les infos. Et cette phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps de Pierre, que vous connaissez peut-être, à l'échelle de l'IA, il y a un an, c'est à l'époque. Et ça, c'est une vraie personne qui a dit ça, qui construisait un... D'ailleurs, c'est le mec qui avait fait de .txt, je vous ai montré tout à l'heure l'outil. Et il disait, ouais, à l'époque, on faisait ça, et en fait, il parlait d'il y a un an, quoi. Voilà, un an, c'était il y a l'époque pour lui. Je trouve ça magique, cette phrase. Ouais, sorry. Désolé pour le FOMO, si vous avez mis ça en tête aujourd'hui. J'y suis pour rien, c'est l'IA. Et du coup, merci. Alors, les références, j'aurais pu en mettre 1 milliard, mais les trois qui me paraissaient un peu marrantes, c'était donc, bon, le framework MLX d'Apple. La vidéo dont je vous parlais tout à l'heure qui parle du problème de l'alignement avec une espèce de métaphore avec une usine à trombone. Et c'est un vrai jeu. Et pour la petite anecdote, j'y ai joué franchement, il y a 4-5 ans, je n'avais rien compris. Enfin, je n'avais pas compris du tout toute la métaphore philosophique et comment ça symbolise en fait la problématique, comment l'IA pourrait détruire l'univers, quoi. En fait, il y a vraiment ça là-dedans, et derrière, c'est des... Enfin, voilà, je ne vous gâche pas le plaisir, mais c'est un truc qu'on découvre petit à petit, c'est assez bluffant. Et enfin, des vidéos Stanford. Alors, pour ceux qui ont appris iOS avec les vidéos Stanford à l'époque, et ben voilà, retour aux sources, il y a les mêmes pour de l'IA, et elles sont géniales. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde a faim, tout le monde a envie de picoler. Je vous ai complètement plombé l'ambiance. C'est quoi les applications concrètes d'un SLM du coup? Parce que tu as l'air de dire que c'est un peu bullshit. Je ne sais pas ce que ça fait en fait. C'est un petit modèle, tu vois, en vrai, ça fait ce que la personne enfin l'entité qui l'a construite l'a entraîné pour faire quelque chose de particulier en général. Et plus, on va dire, moins le truc est puissant, plus il va être spécialisé, tu vois. Un chat GPT est quand même capable de faire énormément de choses. Un petit modèle va être beaucoup plus spécialisé. Donc OpenAI, en vrai, il y a peut-être l'info quelque part sur Internet. Je l'ai peut-être raté, il y a peut-être une spécialité, mais je ne saurais pas dire. Mais en général, c'est quand même des choses assez spécifiques, quoi. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Si tu files je sais pas moi, des inputs en chiffres, et puis il doit dire s'ils sont bien triés, tu vois, une connerie comme ça, par exemple. Ouais. Yes. Est-ce que l'application Voodoo est sortie finalement? Celle de podcast, non, parce que, alors, pas du tout à cause de l'IA, mais parce qu'en fait, on a découvert qu'il n'y avait pas de business, quoi. Simplement, les gens, ils ne veulent pas écouter des podcasts générés par... Voilà. Voilà. Ou pas encore, ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as trouvé des voix sympas en français ou tu as su que Ouais. c'était uniquement l'anglais américain? Ouais, alors c'est vrai que les voix françaises sont souvent des voix canadiennes parce que tu vois, elles sont entraînées plus avec des trucs en anglais. Donc mais non, il y en a carrément. Ouais. Bah, OpenIA et Eleven Labs. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que même OpenIA, quoi. Enfin, non, OpenIA, tester vraiment le nouveau truc, il est magique, quoi. Le 4O? Le 4O, ouais, c'est ça, ouais. T'as fait que du fine-tuning ou t'as fait du RAG pour ton podcast? Non, j'ai pas fait de RAG parce que j'en avais pas besoin. Parce qu'en fait, nous, on n'avait pas de base de données. J'aurais pu éventuellement en faire si c'était parti en production. Et tu vois, si à un moment donné, on aurait généré plein de podcasts et pour pas les régénérer, bah, on aurait tapé dedans, tu vois. Mais à cette phase-là, non, j'en avais pas besoin pour le coup. C'est vraiment quand tu as une base de données que tu veux que l'IA soit capable de, tu vois, de faire en gros des requêtes dedans, tu vois. Non, c'est que du fine-tuning. Et le fine-tuning, en fait, là, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai fait sur... Donc, il y a plein de manières de le faire. Là, en l'occurrence, c'était avec OpenIA. Donc, c'est sur la plateforme d'OpenIA. Il y a plein de docs, c'est hyper bien foutu. Là, sur l'interface en UI, on file des... Je ne sais plus si c'est du CSV ou je ne sais plus ce qu'on file, mais voilà, on file la data, on appuie sur fine-tune, on revient peut-être une demi-heure, 1 heure après, ça dépend de la taille du... Et puis c'est bon, quoi. Voilà. Compte tenu du rythme effréné là, dans
avancer sur ton projet et pas juste être là chaque jour. Putain, c'est une super bonne question. Sorti hier, Ouais. C'est bien. comment tu Bah, fais pour la discipline? franchement, c'est une super bonne question. Rien que pour ce talk là, bah, en fait, j'arrêtais pas de. Tu vois, tiens, je vais vérifier ça. Puis en fait, là, tu ouvres la boîte de Pandore, un nouveau truc, pas, tu dois anticiper. Il faut que tu vérifies encore 10 autres trucs derrière. Et... Ouais, c'est excitant en vrai. C'est excitant. Mais fatigant. Mais fatigant, ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'en fait, du coup, probablement d'ici pas très longtemps, les gens comme moi et puis les gens peut-être comme vous, certains d'entre vous qui sont curieux et qui vont aller creuser un peu tout ça, à un moment donné, en testant, et puis des beaucoup plus spécialisés encore, ben, en fait, il y aura des best practices qui vont émerger, il y aura des champions qui vont émerger, et puis on saura quand il faut faire ça, il faut aller voir lui ou lui. Enfin, en gros, c'est Azure ou c'est AWS. Aujourd'hui, on se pose plus trop ces questions-là. En fait, il y a des best practices, il y a des champions, il y a des acteurs identifiés, il y a des process. C'est assez cadré quand même. Aujourd'hui, on est clairement, voilà, notre métier, il est quand même industriel quoi aujourd'hui. L'IA, je pense que ouais, on y sera dans pas très longtemps en vrai. Est-ce que tu penses que Apple va rattraper son retard? Je ne sais même pas si pour eux, ils considèrent qu'ils ont du retard en fait. Hein. Je ne sais pas s'ils sont. Enfin, non, mais en vrai, pour régler quelque chose, il faut que tu en sois conscient. Et je ne suis pas sûr que. Bon, ouais, je ne sais pas, aucune idée, franchement. Mais du coup, moi, c'est une prière que je faisais. Hein, quand je disais que je voyais qu'il y aurait de l'inférence locale sur iOS en tant que développeur, que tu es genre une API, genre Inference Kit, tu vois, ou je ne sais quoi, où tu fais, tu vois, tu t'envoies ton prompt et puis tu as le retour. C'est une prière, mais enfin, honnêtement, je ne suis même pas sûr, hein, parce qu'ils sont quand même contrôle fric. On est quand même assez loin sur mobile, on est quand même, enfin à mon sens, hein, ça, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'on est quand même assez loin de pouvoir générer de manière efficace et sans trop d'impact, par exemple de consommation. Là aujourd'hui, là je ne l'ai pas dit, mais les MLX là, ah oui, le truc il chauffe. Hein. Enfin, tu vois, ça fait quand même tourner le CPU, le GPU, voire le Neural Engine. Là. Donc ça bouffe la batterie. C'est en prod. Techniquement, c'est faisable, mais est-ce que tu veux avoir 700 mégas? Est-ce que tu veux que ton app soit tout en haut du classement des apps consommatrices d'énergie? Aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Hein. Voilà. Ouais, tu parlais d'Outlines Ouais. brièvement. Tu peux faire un récap, pardon, comment tu l'utilisais et... Ah bon, j'ai pas utilisé? Tu n'as pas utilisé. Ah non, j'ai pas utilisé du tout. Non, Outlines, alors du coup, il y a un podcast avec donc, le fondateur, un des fondateurs, cofondateur, fait un podcast. Il n'y a pas que la data, ça s'appelle, le podcast. C'était d'ailleurs tout récemment, là, il y a une semaine, je crois, comme ça. Et donc, il explique comment ça marche, ce truc-là, pour rendre un système LLM pas déterministe, le rendre déterministe, mais vraiment à 100%. Et c'est hyper intéressant. Il y a deux techniques. Alors, je ne vais pas dire des conneries, il vaut mieux que vous écoutez le podcast. Mais en fait, ouais, je crois que c'est une partie assez bas niveau dans le modèle. Et puis après, il y a vraiment un truc juste, il prend la réponse et si ça ne lui colle pas, il dit bah, ça ne va pas, on refait quoi. Et donc le vrai output qui est balancé derrière, c'est un output où ils te garantissent que c'est soit le format que tu as demandé, soit une vraie erreur formatée en disant on a merdé. Quoi. Et pas ce qui arrive aujourd'hui, enfin ce qui arrivait moi dans mon cas, où j'avais très souvent des JSON où il manquait une accolade, une virgule, et forcément ça marchait pas. Quoi. Et je ne savais même pas, du coup, je ne savais pas d'où ça venait, est-ce que c'était moi, est-ce que c'était le modèle. Voilà. Et donc aujourd'hui, comme je disais, OpenIA le fait juste avec une option, on coche un truc, et puis c'est bon. Quoi. C'est cool. Yes. Les modèles là qu'on utilise nous au quotidien, c'est ChatGPT, Llama, Ouais. c'est des modèles américains. Est-ce que toi, sur ton POC de podcast, tu avais repéré des biais sur ce qu'ils disaient, etc. Ouais, alors c'est une bonne question. On sait qu'il y en a un, clairement. En vrai, je ne me suis pas trop posé la question. Et en vrai, je sais pourquoi je ne me suis pas posé la question, parce que je faisais en fait souvent le même test, parce que j'avais besoin justement de comparer. Donc en fait, je prenais quasiment toujours l'opération Barbarossa. C'était ma référence en fait. Donc sur l'opération Barbarossa, je n'ai pas vu de billets. Mais par contre, on sait qu'il y en a. Hein. C'est évident. Alors, les biais les plus connus, je crois que c'était, par exemple, si on lui demande de nous donner des exemples de personnes exotiques, il va nous parler de personnes d'Australie, d'Afrique, tu vois. Alors qu'en fait, pour eux, nous, on est exotiques. Quoi. Donc, on voit que c'est comme nous qui les avons entraînés. Enfin, ça a été entraîné sur des datas qui ont été produites plutôt par des blancs, occidentaux, des hommes. Voilà. Donc, il y a plein de biais, en vrai. On sait qu'il y a plein de biais. Et après, c'est le boulot à la fois de la recherche. Donc, nous, on est utilisateurs en fait, de ces trucs-là. Et c'est un boulot qui est
à mon sens, de la responsabilité de la recherche et des entreprises qui produisent ces modèles. En fait, c'est leur responsabilité finalement. Nous, on peut un peu être, tu vois, un moteur dans un peu mettre la pression, quoi, comme un client qui va demander des choses, mais en fait, bon, on va picoler.